Paris, la ville lumière où les rues s'animent doucement le matin. Bien plus qu'une simple capitale, Paris est le paradis pour les épicuriens. Un lieu qui regorge de restaurants, d'adresses, de petits cafés. De la brasserie typique aux tables étoilées, en passant par de la street food, des coffee shops, chaque lieu est unique. Les bistrots traditionnels côtoient les restaurants étoilés au Michelin, offrant une diversité gastronomique incomparable. Des croissants dorés aux pâtisseries, des cafés de spécialité aux offres un peu plus originales. Paris nous émerveille. Je suis parti à la rencontre des artisans, des personnes qui travaillent dur pour nous régaler, nous recevoir et nous proposer le meilleur. Des personnes qui travaillent dur pour nous faire passer un bon moment. Alors installe-toi et bienvenue dans les cuisines de Paris. Alors, je suis Michaela, tout le monde m'appelle Mika, je suis la manager du Café Buki. Pour vous dévoiler un peu tout, je suis arrivée au début. J'ai fait la décoration du café pour mon meilleur ami qui était propriétaire des lieux. Et je me suis prise au jeu, j'ai découvert un monde que je connaissais absolument pas. Et je suis restée et aujourd'hui je développe pour le Café Buki la carte. Je développe aussi l'événementiel, donc on travaille beaucoup avec de très belles marques où on travaille sur le format café, donc on apporte notre expérience barista pour des sociétés. J'adore, j'apprends plein de trucs. Pour moi, un coffee shop, c'est un lieu de vie. C'est un lieu où on se pose, où on vient entre copains, partager un bon moment. Ça peut être aussi un lieu où on vient travailler, un lieu où on se retrouve aussi en famille. On a beaucoup de familles qui viennent pour notre petite gaufre et les enfants, c'est devenu leur rendez-vous du mercredi ou le rendez-vous du samedi matin. C'est un lieu, c'est vraiment un lieu de vie. C'est un lieu où les gens se retrouvent. Moi, en plus, j'ai plein de clients qui sont devenus des amis, donc c'est sympa de partager des moments aussi avec eux. Il y en a qui sont partis vivre à Amsterdam, etc. Mais on se donne des nouvelles, toujours par réseau. C'est sympa. Voilà. Chaque journée est unique, chaque journée nous réserve des surprises. Pas de journée idéale, mais on gère. C'est-à-dire qu'on sait que le matin, on va se lever, on ne sait pas ce qui va nous attendre, mais on fait ça avec le sourire, parce que voilà, on se dit qu'il n'y a pas des problèmes, il n'y a que des solutions. Ça peut être une machine qui tombe en panne, donc il faut pouvoir gérer et continuer à accueillir le client et le servir. Ça peut être quelqu'un du personnel qui ne se lève pas alors qu'elle doit faire l'ouverture, donc on fonce. Ça m'est arrivé samedi dernier. Mais bon, après, on a des clients vraiment sympathiques, avec qui et beaucoup d'habitués, donc voilà, ça se fait dans la bonne humeur. Et puis les clients, quand on a le sourire et qu'on les accueille, ils sont très compréhensifs et ça se passe bien. Laisse-moi réfléchir. Le secret d'un bon café, ça c'est dur comme question. Le secret d'un bon café, en fait, c'est déjà un grain qui est bien sourcé, un grain qui a été bien torréfié. Nous, on a la chance d'avoir NIR qui sélectionne les grains pour nous, torréfie notre café pour nous à Paris, dans les règles de l'art, donc il ne faut pas qu'il soit trop brûlé, etc. On a un blend qui est créé pour nous. Et vous recevez les grains directement? D'origine Brésil, oui, qui sont sourcés, donc c'est vraiment un café éco-responsable et un café de spécialité. Et après, derrière ça, il ne suffit pas de le mettre dans la machine à café. Chaque matin, on doit régler la machine, on doit peser le café, parce qu'il ne doit pas être au-dessus d'un certain poids. L'écoulement doit être compris entre 27 et 32 en ce qui nous concerne secondes. Il y a tout un processus. En plus, le café est une matière vivante et dans la journée, s'il pleut, le café va réagir. Il faut l'humidité, il faut régler la machine. Donc c'est une attention, c'est comme un enfant. On doit faire attention à chaque détail. Après, il faut que le lait soit, si c'est des cappuccinos ou des lattés, etc., le lait ne doit pas être trop chaud parce que ça brûle aussi. Et donc ça va altérer la saveur du café. Donc il y a plein de petites choses qui rentrent en compte et qui sont très très importantes. Alors moi j'avoue que je ne suis pas une experte en café, je ne suis pas la barista du café. J'ai des experts pour ça et on est bien entouré. Mais pour moi c'est le secret et c'est ce que j'ai appris en tous les cas parce que j'ai découvert le monde du café en arrivant ici, en parlant et en écoutant et en regardant. J'avoue avec le moulin, donc je ne savais pas qu'il fallait fermer la trémie. Donc combien de fois je me suis retrouvée le soir en rangeant à soulever la trémie et tous les grains de café qui dégringolaient de tous les côtés. Donc voilà, c'est des petites bêtises comme ça et après les anecdotes. Je sais pas, moi c'est surtout des moments de vie que j'ai partagés avec mes clients. Les enfants que j'ai vus grandir, qui sont arrivés, ils étaient bébés dans leur poussette
et qui continuent à venir. Maintenant, ils vont à l'école. Leur goût évolue aussi. Alors au départ, c'était les petites gaufres. Maintenant, ils vont vers des choses un peu plus chocolatées, des choses comme ça. Donc ça, c'est assez amusant. Il m'appelle Mika. Il m'apporte des dessins. J'ai une petite fille que je ne connaissais pas, qui est venue goûter ici. Et sa maman me tend une petite serviette. Elle avait dessiné merci beaucoup avec un gros cœur parce qu'elle avait adoré son moment au Café Buki. Voilà, c'est des moments comme ça qui sont super touchants. Et on se dit, quelque part, on apporte un peu de bonheur aux gens, mais ça nous en apporte aussi. Et on sait pourquoi on est là. Mais c'est des échanges. Non, mais c'est vrai, c'est des échanges. Moi, j'adore. Quand je vous ai vu revenir, je me suis dit, c'est qu'ils se sentent bien ici. Alors, au départ, je me suis dit, bon, parce que très souvent, il y a des moments où il n'y a personne, tu vois, le matin surtout où tu venais, ça me déprimait de voir tes photos là où il y avait juste le verre avec la salpine. Je me suis dit merde, en fait c'est parce qu'il n'y a pas de bruit, ils sont au calme et tout. Après, je sais pas, et puis après on crée des liens et ça, moi j'adore. Merci Mika. Avec plaisir. Donc je m'appelle Margot Écart, j'ai 30 ans. De base, je suis plutôt cuisinière. Donc moi, j'ai fait l'école Ferrandi pendant 3 ans pour devenir plutôt chef de cuisine. Ce que je suis devenue par la suite après diverses expériences. Voilà, moi, j'ai toujours été passionnée de cuisine. Ça fait un peu kitsch de dire ça, un peu comme tout le monde. Mais c'est vrai que depuis petite, vraiment, j'ai toujours adoré ça. Faire plaisir et vraiment partager. Donc c'est aussi pour ça au début, moi je m'étais un peu mis en tête, faut faire des étoilés, faut faire voilà, la haute gastronomie et tout ça. Et je me suis rendu compte à travers mes stages et tout ça qu'au final c'était pas vraiment ce qui me passionnait. Moi ce que je voulais c'était de faire à manger aux vrais gens, enfin aux gens au quotidien. Donc je me suis plutôt orientée vers la bistronomie. Et petit à petit, voilà, il y a toujours eu l'idée de créer mon endroit. Donc vous allez me dire pourquoi j'ai créé le bar à brioche, vu que je suis plutôt cuisinière et que ça c'est plutôt la pâtisserie. Oui. Voilà, moi je suis un peu une fonceuse. Je suis bélier, donc voilà, j'ai toujours tout le monde se moque de moi là-dessus, mais c'est vrai que quand j'ai une idée, hop, je fonce. Et du coup, en faisant tout simplement la brioche chez moi, je me suis dit waouh, mais en fait c'est un produit génial qui pourrait vraiment bien se décliner en salé, alors que traditionnellement on la connaît évidemment plutôt la brioche sucrée. Et je me suis dit tiens, ça pourrait vraiment être moi mon fort de moderniser en fait ce produit que tout le monde aime. Et quand j'ai commencé à en parler, tout le monde m'a dit mais j'adore la brioche, mais j'en mange jamais. Donc je me suis dit tiens, c'est vraiment un truc à faire, sachant qu'il en existe dans plein de pays et rien qu'en France. Quand j'ai commencé à regarder, c'est un truc de ma balade parce que dans chaque région il y a une spécialité de brioche. Je voulais pas tomber dans le monoproduit, un peu comme dans le macaron où en fait on fait vraiment tout le temps la même chose. Là avec la brioche, je me suis dit c'est génial, je vais pouvoir créer plein de choses, je vais pouvoir décliner dans plein de variétés possibles. Donc c'est pour ça que je me suis lancée. La babka, c'est une pâte à brioche de base. Oui, c'est une pâte à brioche. Ok. Et elle lève combien de temps? Là, donc on fait toutes les pâtes la veille. Il y a un timer, c'est pour qui? Les pâtes la veille, ensuite ça pousse une première heure. Je réfléchis si j'ai tout. T'as des petits ciseaux ou pas? Bah franchement à la maison c'est galère parce qu'en plus il faut plutôt utiliser du beurre, ce qu'on appelle du beurre sec. Ouais. Il faut que tout soit très froid, sinon c'est... Donc on va récupérer notre pâton qui a été fait hier. On va fleurer un petit peu, donc on met de la farine pour éviter que ça colle sur le poste à étaler. Donc on dit qu'on abaisse la pâte. Il faut qu'elle soit plus fine. Voilà, exactement. À chaque fois, il ne faut pas hésiter à décoller un petit peu. On veut obtenir un beau rectangle pour que ça soit plus simple à rouler et à tresser après. C'est le petit secret de confection. Et ça, c'est une babka pour combien de personnes par exemple? Là, on va même pouvoir en faire 2, je pense. Ok, 2 avec ça. Ouais. Ou une très grosse. Ou une très grosse, ouais, ça dépend. Selon les gourmands. Et on va pouvoir commencer à mettre la ganache. Et après, tout est allé très vite. J'ai trouvé mon local en 2 mois. Et entre le moment où j'ai eu l'idée et le moment où j'ai ouvert, il y a eu 1 an. Et au final, ça, c'est vraiment un projet très rapide pour la restauration parce que souvent, ça met un petit peu plus de temps. Donc voilà, paf, je me suis lancée, j'ai ouvert. Bon, bah, petit à petit, voilà, me suis accrochée. J'ai réussi à me construire une super équipe et voilà, là, le BAB a vraiment grandi. Cette année, il y a eu l'ouverture du second point de vente et ça, franchement, c'était un beau challenge. Je suis vraiment ravie. Encore au quotidien, voilà, je travaille dur pour obtenir de nouveaux clients et fidéliser ceux qui sont là. Mais en général, les clients qui viennent une fois, ils reviennent toujours plusieurs fois parce que les produits plaisent beaucoup.
Et ça fait, s'il n'y a rien qui fasse plus plaisir parce qu'on travaille tellement dur pour proposer le meilleur, toujours uniquement des produits frais, on revend évidemment jamais les produits de la veille. Donc voilà, c'est une sacrée logistique et ça fait trop plaisir que les gens se régalent et reviennent. Ça c'est la meilleure preuve en fait, c'est d'avoir des habitués et donc ça c'est le top. Donc, je suis le bab. Au final, voilà. Oui. Donc c'est une ganache au chocolat. Donc là c'est ganache chocolat. Nous on met un petit peu de miel pour que ce soit légèrement sucré. Ok. Mais sinon c'est chocolat noir et juste un petit peu de miel parce que moi j'aime bien. Rajouter un côté gourmand. Ouais. Marga, le timer, tu sais pourquoi c'est? Bon, on va voir déjà avec cette quantité. J'en mets quand même une bonne dose, que ce soit bien généreux. Souvent, nous d'ailleurs, on les regarnit après cuisson. Comme ça, il n'y a pas de déception possible, quoi. Tu les pochons. Après la cuisson, voilà, on remet un cœur de chocolat. Ok, comme ça, c'est pas possible. On les fait un petit peu réchauffer et franchement, c'est canon. Ok. Donc en vrai, en fait, on peut l'accommoder de plein de manières différentes. Si on veut mettre plutôt des cacahuètes, je sais pas, même du sésame, des pépites. En fait, on peut mettre vraiment tout ce qui nous plaît. Donc pour faire à la maison, c'est vraiment sympa. Ça se décline à l'infini. Même au niveau des ganaches, on peut mettre tout. Tu peux faire des ganaches à tout. Ouais, quasiment. On peut même aussi mettre du fruit. Donc moi, je mets pas trop j'utilise pas de confiture parce que je trouve que c'est trop sucré. Mais souvent, ce qu'on fait, c'est plutôt des confits de fruits. Okay. Donc en fait, c'est un peu comme une confiture, mais beaucoup moins sucré. Et surtout, moi, je travaille vraiment. Enfin, on travaille collectivement en équipe, mais à faire des produits pas trop sucrés. Moi, j'aime pas quand c'est trop sucré. Et d'ailleurs, je suis contente parce que souvent les clients me disent « Ah, mais c'est hyper bon, on avait peur d'être écœuré. » Mais en fait, vu que c'est très juste en sucre, et c'est nickel. Je commence à rouler. En fait, il suffit juste j'y faisais pas du tout comme ça. Un beau boudin. Okay. Ensuite, on va venir le couper en deux. Chercher un couteau. Ou éventuellement, en remettre un petit peu. Ce qu'on appelle un couteau de tour. Ok. Et donc là, tu vois la beauté des strates. Ça, moi, c'est une de mes étapes préférées. C'est vraiment trop beau, je trouve. Ça sent bon déjà, alors que c'est même pas cuit. C'est fou. Et donc là, tu vois, tout simplement. Après, il y a plein de techniques en vrai. Ouais. Mais tu vois, juste à faire comme ça pour obtenir un truc canon à la maison. Ok. C'est hyper simple. Et donc là, tu vois, soit tu recourbes les deux. Et ça fait une couronne. Ça te fait une couronne. Soit là, tu vois, on va le couper en deux et ça va nous faire deux babkas. Nous, on les vend plutôt entières. Donc ça, tu vois, on va le mettre en moule et on va les laisser pousser, cuire et c'est fini. Ouais. Du coup, comment tu fais pour trouver autant de nouvelles idées de recettes? Ça, c'est un énorme travail en fait. Ouais. On est un peu en constante réflexion. En fait, on réfléchit un peu tout le temps, quoi. Donc, moi, je m'inspire quand même beaucoup aussi des réseaux. Je regarde ce qui se fait parce que c'est important, sans copier. Mais c'est important de voir aussi ce qui se fait à côté pour se dire, tiens, ça c'est hyper intéressant, cette technique, comment il a fait ça, cette forme. Donc ça, évidemment, regarder. Moi, j'ai beaucoup de livres de cuisine chez moi, donc livres cuisine, pâtisserie. Ouais. Ça, je regarde beaucoup. Et après, moi, c'est un peu peut-être un défaut aussi, mais je ne cuisine que ce que j'aime. Donc oui, je suis une grande gourmande. J'aime beaucoup de choses. Tu trouves que c'est un défaut? Parfois, on me dit qu'il faut pas que je fasse que ce que j'aime. Oui, voilà. Mais si tu sais faire les choses que tu aimes. En tout cas, je prends vraiment plus de plaisir à faire des produits que j'apprécie. Donc, en général, dans la vitrine, il n'y a que des trucs que j'aime, qui sont validés par moi et par toute l'équipe. Et voilà, c'est un peu la réflexion. Moi, c'est vrai que en plus, je suis à vélo, donc souvent, dès que je suis sur mon vélo, c'est un des rares moments de la journée où je suis vraiment coupée de mon téléphone, où personne me pose 1000 questions, parce que c'est souvent ça toute la journée. Et là, je réfléchis très souvent, en fait. Je me dis, tiens, bon, alors, qu'est-ce qu'il y a en ce moment, les produits? En général, je parle beaucoup des produits. Donc, par exemple, je vais me dire, tiens, on est au mois de mars ou d'avril ou de mai, qu'est-ce qu'il y a comme légumes et comme fruits à cette saison? Ok, tiens, on pourrait faire ça. Tiens, l'année dernière, j'ai fait ça, j'avais fait tel produit, ça avait bien plu, mais comment je pourrais l'améliorer cette année, le twister un petit peu. Donc, on a une base de produits qui reste quasi à l'année parce que c'est pas forcément des produits de saison. Et après, on essaye vraiment d'avoir des nouveautés, au moins une nouveauté par mois, et souvent c'est plus. Et en cuisinant, on se dit, mais attends, si je rajoute un peu de ça, et tac, on tombe sur un nouveau truc. Donc ça, c'est hyper sympa. Donc c'est vrai que c'est dur d'exprimer comment on trouve les idées.
Parce qu'en fait, c'est un peu en permanence, quoi. Et par moments, il y a vraiment des périodes où il n'y a juste pas d'idée, quoi. Ouais. Donc moi, j'aime bien, tu vois, comparer ça un peu à un artiste, un peintre. Bah, par moment, tu es en face de ta toile et tu te dis... La page blanche. Ouais, qu'est-ce que je vais faire? C'est là où les réseaux deviennent aussi hyper angoissants parce que tu te dis oh mais je suis nulle. Moi j'ai souvent l'impression, je me dis oh là je suis nulle en ce moment, comparaison. je trouve rien. Ah ouais. Parce que tu dis ouais allez, eux ils ont réussi à sortir ça, ils ont encore des nouveautés, moi je suis toujours à la ramasse, j'ai pas réussi. Alors qu'en fait, et du coup bah tu vois, enfin je sais pas si tu ressens ça, mais la comparaison est quand même très dure. C'est pas évident d'arriver à rester toujours au top. Et de créer en permanence parce que bah il y a des saisons, rien que des saisons où c'est beaucoup plus simple que d'autres. Ok. Ah c'est bien cette semoule. Et comme je t'en ai parlé tout à l'heure, pour moi le travail du sucre, de la sucrosité est très importante pour que les gens puissent manger quand même une brioche qui est assez conséquente sans être écœurés et limite en voulant en manger une dose. Donc ça c'est un challenge aussi. Et pour moi c'est très important de faire des produits pas trop sucrés. Et voilà, c'est le but, c'est que les gens reviennent et soient jamais lasses et soient pas écœurés quoi. Parce que bon, moi-même en tant que consommatrice, on me demande souvent si j'en ai marre des brioches. Malheureusement, je n'en ai jamais marre, j'adore ça. Je peux en manger tous les jours. J'essaie de me freiner quand même. Mais non, franchement, il y a moyen de s'éclater et il y a encore plein de choses à faire. Hâte de voir la suite. J'ai encore plein de recettes dans mon sac. C'est quoi une anecdote à raconter du coup? Je réfléchis 30 secondes, mais c'est l'année dernière, il y a un an, quasiment pile. Il y a un client un peu mystère qui me contacte sans se présenter et qui me dit j'ai besoin de tranches de biscottes géantes pour dans 3 jours. Je fais oui, est-ce que vous pouvez m'en dire plus? Et en fait, il s'agissait de Jacques Mus qui avait besoin de tranches de biscottes pour créer des invitations pour son prochain défilé et qui apparemment avait eu un problème avec son fournisseur et donc ils ont tapé Brioche Paris, ils sont tombés sur moi, ils m'ont appelé. Bien référencé. Très bien référencé, gros travail aussi, on fait tout nous-mêmes. Et du coup, ils m'ont contacté et là, je me suis lancée dans la création des invitations en brioche et franchement, c'était incroyable. Donc pendant 3 jours, j'ai quasi pas dormi parce que c'était le gros stress et j'avais même pas de moule assez grand pour faire leur brioche. Donc je me suis retrouvée à utiliser une saumonnière, donc littéralement une casserole grande comme ça pour cuire les saumons. Heureusement, j'avais ça en stock. Et là, j'ai fait des essais, j'ai dû démonter mon four parce que c'était tellement grand que ça ne rentrait pas dedans. Donc c'était dingue et au final, ils étaient super contents du résultat. Et moi aussi, franchement, fierté d'avoir fait ça pour eux. Le résultat était dingue. Surtout, c'était trop marrant après de voir plein d'artistes, d'influenceurs qui ont ouvert les invitations. Et moi, je me disais, ah, mais c'est moi qui l'ai faite, quoi. Est-ce qu'il y aura une brioche pistache bientôt? J'en avais fait une l'été dernier, hibiscus pistache. J'étais pas là. Et qui avait cartonné. Ah bah ouais. Et d'ailleurs, vu qu'elle avait bien plu, je pense la ressortir cette année. Ok. C'était très bon, c'était un crémeux pistache et un gel hibiscus. Donc je te dirai dès que ça sort. Mais c'est vrai que là, ça fait plusieurs personnes qui me disent on veut des pistaches. Pour toi. Ok, j'y repense. Mais ouais, je vais ressortir. Bah écoute, merci beaucoup Margot. Avec grand plaisir. Et puis merci de m'avoir fait participer aux coulisses un peu. Tu reviens quand tu veux. Bah merci. Avec grand plaisir. Ciao. Attends, j'avais pas compris. Vas-y, c'est bon. Il est déjà coupé, hein. Théo, putain. Sur mon jean. C'est toi qui fais la vaisselle? La lessive? En gros, Strat, c'est un projet qu'on a monté à 2 avec Clément. Et le but, il est assez simple, c'est de revisiter la pâte à croissant en salé et en sucré. Et donc, en salé, on fait des croissants sandwich. C'est le bun du sandwich qui est à base de pâte à croissant. Et donc, on vient le garnir selon différentes recettes. On en a 4. On propose de le personnaliser aussi. Et il y a la partie sucrée, où là, du coup, on a 5 parfums différents. Donc, on va aller fourrer les petits sucrés
donc, du coup selon les recettes, faire des toppings un peu différents, tout ça. Et donc tout est articulé autour de ça. Avec Clément, on est des vieux copains d'enfance, on se connaît depuis une quinzaine d'années. De manière assez classique, on voulait lancer un truc tous les deux, et on s'est renseigné d'abord sur la partie franchise, et on s'est dit tiens c'est marrant quand on n'a pas spécialement une idée de projet entrepreneurial. Le format de franchise dans la restauration, il est assez pratique parce que c'est assez accessible, on te forme sur tout, etc. On te donne les clés, en gros, un nom, et bref, tu peux développer ton activité assez facilement. Et donc, on a regardé ça au départ, donc différentes franchises de restauration. Ça l'a pas fait pour différentes raisons, notamment sur des histoires de recherche de locaux, qui étaient super difficiles on a eu vachement de mal à trouver des locaux. Et en fait, c'est pendant cette période de recherche de local qu'on s'est dit, tiens, il faut pas qu'on perde de temps non plus, parce que tu es assez passif quand tu recherches un local. Faut qu'on mette à profit ce temps-là pour qu'on réfléchisse à pourquoi pas lancer notre propre projet à nous. On peut essayer, même si on n'est pas de ce secteur-là, qu'on essaye de voir ce qu'on peut faire. Et on s'est rendu compte que tu avais un essor à ce moment-là de beaucoup d'enseignes monoproduits. On s'est dit, tiens, pourquoi pas essayer ce genre de choses. Et il y avait du cookie, du donut, du macaron, du machin. On s'est dit, tiens, c'est assez fun, et ce qui serait cool, c'est de trouver un truc qu'on puisse faire en salé et en sucré. Et donc on s'est dit, tiens, la pâte à croissant, on adore ça tous les deux, tout le monde kiffe assez globalement la pâte à croissant. Et on sait que ça se bosse dans les deux versions, salé et sucré. Parce qu'on savait pas que c'est une pâte super dure à travailler en vrai. Et on ne savait pas du tout, et on n'a pas de formation du tout là-dessus. Donc on a découvert ça un petit peu sur le tas. Si tu veux, on s'est formé pendant 3 mois non-stop sur la pâte. Tous les jours, quasiment tous les jours, tu sais, on faisait des pâtons de pâte, on tourait, etc. Vous avez sûrement mangé des croissants. Ah ouais, non-stop. Et ouais, c'est ça, pendant 3 mois, on s'est formé là-dessus pour essayer de comprendre comment fonctionne cette pâte. Et donc, on a bossé là-dessus quelques mois. Et ensuite, on a... je crois que ça va sortir dans 2 secondes. Super. Si on m'avait dit un jour que j'allais manger un croissant sandwich salé, bah j'aurais pas cru. Ici on est chez Strat, des croissants sandwich toastés et des viennoiseries revisitées. Pour ça on a le choix entre des Strats salés, à la carte ou alors personnalisables. Et il y a du choix pour tout le monde, à la viande, au saumon, végétarien ou encore au fromage. Le tout servi dans un croissant rose, toasté et bien gourmand. Évidemment il y a les petites versions sucrées et je te conseille fortement d'y goûter. Et ensuite du coup voilà, on a travaillé cette pâte-là à croissant. Et donc on a démarré comme ça, vraiment bricolage à 100%. Et on faisait des petites commandes pour des potes, pour tester un petit peu le produit. On a d'abord démarré sur le sucré. Hasard du moment, c'est au moment où il y a eu les trucs New York Roll et compagnie, l'explosion de cette tendance-là. C'est bien trop drôle, on pense à ça, à bosser la pâte à croissant, et au même moment, on se rend compte qu'il y a une traîne là-dessus. Bon, on s'est dit, vas-y, go, faut qu'on y aille, qu'on bosse ce truc. On a monté une société, une petite micro-entreprise au nom de Clément, pour tester les versions salées, la jouer Dark Kitchen sur Uber Eats. Et donc, on était dans le 94 chez le père de Clément. On a lancé la petite Dark Kitchen sur Uber Eats et Deliveroo. Alors, c'était à base de 3-4 commandes par jour, quoi. Mais ça nous a permis de tester un peu le truc. C'est marrant. Ouais, c'était très drôle. Et vous faites toutes vos prépas ici? Exactement, nous on fait partout. On est dans une petite grotte. Et vous en faites combien par jour des gros, par exemple? Depuis que t'es passé, ouais, c'est ça. 40. C'est pas énorme. Non, je pensais beaucoup plus. Donc ça c'est les petits. Et les petits vous en faites plus je suppose? Et les petits, on en fait une trentaine, tu vois. Ok. Pour l'instant on est vraiment sur des petits volumes qui nous suffisent, si on vend tout dans la journée, ça nous suffit à couvrir nos frais, à sortir un petit bénéfice. Alors après c'est pas qu'on veut pas faire plus, au contraire on aimerait bien faire plus. Et donc on a bossé là-dessus ensuite sur l'installation et l'arrivée dans ce local-là. On est là depuis octobre du coup. Ce qui a changé depuis le tout début, c'est qu'on a sous-traité la pâte à croissant. Donc maintenant, on a un partenaire qui est un partenaire tourrier. On a vu avec lui, en fait, il bosse dans une boulangerie du coup, donc c'est avec le boulanger et le tourrier. On a retravaillé en fait la recette parce qu'ils avaient leur recette à eux. Nous, on avait travaillé la nôtre. Et donc, on voulait retrouver exactement le même goût qu'on avait quand on faisait ça nous, un peu à l'arrache dans la cave. Puis t'as un feuilletage qui est nickel. Quand nous, à l'époque, on avait bricolé un gros laminoir en bois, donc on était en train de... Et donc voilà, on bosse avec ce tourrier-là, qui nous fait donc un pur travail, un pur produit. On a cette pâte-là qui vient de chez ce boulanger-là, dans le 11e. On le met tous les soirs à pousser pour que ça se déclenche dans la nuit. Le matin, on arrive vers 8h, 8h30. Tu as toute la préparation des denrées alimentaires pour les versions salées. Et on a également du coup toute la gestion de ce que fait Clément là, c'est mise au four, les sucrés et compagnie. Et du coup après tu vois on les coupe comme ça. pour pas qu'ils gonflent. Bah, en gros exactement pour les serrer, qu'ils aient cette forme bien circulaire, bien... Vous avez pensé à faire un mini comme ça avec de la pâte à cookies? Comme c'est un peu la tendance là en ce moment. C'est vrai? Ok. On l'a fait, c'est Bah pas... ouais, Oui, forcément. Théo me demande si on a une anecdote à partager sur tout ce qui nous est arrivé. Il y en a 15 000, mais... J'en ai aucune idée là comme ça. Non, si tu peux avoir le truc, le coup de... On s'amuse à faire de la pâte à croissant chez nous et chez mon père, machin, Ouais. tout. En fait, au même moment, c'est les sortes du New York Roll, quoi. Le choix de la forme, c'est ça. Comme disait Clément, c'est que au début, on s'était dit on allait faire
un croissant classique qu'on allait couper en deux, machin. Et quand on a vu effectivement ce truc des New York Roll ou la forme et tout ça, on s'est dit, bah, attends, c'est royal pour des versions salées, des sandwichs. C'est exactement, ça ressemble à un bagel. Ça va peut-être plus parler aux gens, d'autant plus que en vrai, les Français, dès qu'on dénature un petit peu une viennoiserie, un truc, tu te fais assassiner. Parce que on se disait aussi peut-être que la forme du croissant, j'en sais rien. Ils vont se dire, ouais, vous bousillez une viennoiserie un peu ancestrale, vous mettez vos conneries dedans, machin. Alors que là, tu changes un petit peu le produit, donc t'as quelque chose de vraiment nouveau. Mais t'as toujours la pâte feuilletée. Et t'as quand même toujours la pâte feuilletée qui est dedans. Bah écoute, merci beaucoup Franck. Bah non, mais merci à toi. J'espère que je t'ai donné un max d'infos. Ouais, merci beaucoup. Merci de m'avoir suivi dans cette aventure, d'avoir découvert les personnes qui sont aussi passionnées et qui œuvrent pour nous. C'est un format qui change de ce que j'ai l'habitude de faire, donc si tu peux mettre un commentaire, ça m'aiderait beaucoup. Et peut-être, qui sait, on peut se retrouver pour un épisode 2.